À la seule force de ses jambes, il descend toujours plus profond et enchaîne les records comme des perles. À seulement 26 ans, le Marseillais totalise 7 records du monde. Plus qu'une star de l'apnée, Arnaud Gérald est un phénomène. Soleil, say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Arnaud Gérald sort enfin la tête de l'eau, la saison s'achève et il passe par notre plateau avant d'attaquer sa préparation d'hiver. Bonjour Arnaud. La pêche au titre et au record fut bonne cette saison. Très bonne, oui. Vous êtes satisfait? Très satisfait. Allez, venez vous installer, vous allez nous raconter tout ça. Et puis on va se plonger ensemble dans votre histoire. Arnaud Gérald, vous êtes né sous le signe du poisson en 1996 à Marseille. Se jeter à l'eau est tout de suite chez vous une seconde nature. Vous découvrez l'apnée dans les calanques avec votre papa au travers de la chasse sous-marine dès l'âge de 7 ans. Plus tard, adolescent, vous écumez les clubs d'apnée tout en passant votre BTS d'électrotechnique. Première compétition à Nice en 2017, un titre de champion de France, un record national et une médaille de bronze en championnat d'Europe la même année. Puis vous passez la barre des 100 mètres de profondeur, c'est le début d'un long flirt avec la performance. Votre discipline est l'apnée bipalme, discipline dans laquelle vous devenez vice-champion du monde puis champion du monde. Et en août 2022, dans le mythique Trou Bleu des Bahamas, vous décrochez un nouveau record du monde à 120 mètres. Serial Recordman, vous ne cessez d'étonner les scientifiques. Alors, on rappelle, Arnaud Gérald, que la plongée du record correspond à 3 minutes et 29 secondes d'apnée. Exactement. Ouais. Alors, vous êtes un phénomène qui interroge. Vous revenez des championnats du monde avec un nouveau titre et vous racontez que sur les 180 athlètes en compétition, vous êtes le seul à n'avoir jamais fait de syncope. Comment est-ce possible ? Mais je pense que c'est l'approche qui a été importante et puis le fait que j'ai toujours fait attention énormément à l'annonce de la profondeur. La veille de nos plongées, on annonce un chiffre et ce chiffre, il faut qu'il soit déterminé au mieux. Et des fois, ça se joue presque au mètre près. Donc en fait, c'est votre rigueur qui fait la différence? Oui, je pense que c'est votre méthode? La méthode marche très bien. Et puis, c'est aussi savoir jauger son ego. Ça veut dire qu'on peut très vite se faire dépasser par son ego, vouloir absolument faire un titre ou un record. Donc si les conditions ne sont pas réunies, il faut savoir aussi dire non au bon moment. Pour revenir à la genèse, quel a été le déclic pour vous? Parce que vous parlez souvent de votre dyslexie qui vous a gêné durant votre scolarité. Et en fait, c'est quelque chose qui vous a aidé dans l'apnée. Complètement. À 16 ans, j'ai découvert l'apnée. C'était un moment où j'avais beaucoup de dyslexie à l'école et surtout de l'hypersensibilité. Donc dès qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de monde autour de moi, c'était un peu compliqué. Et puis ça a amené aussi de la timidité. À ce moment-là, je découvre l'apnée dans les calanques de mon père, dans les calanques de Marseille. Vous aimeriez qu'elle soit votre papa. C'est vrai, avec mon papa. Et puis ça a été un moment extraordinaire parce que j'ai pu enfin me regarder avec mes yeux et non au travers du regard des autres. Donc ça a été une vraie révélation. Et vous dites que vous en avez fait donc de ce handicap une force, mais aussi que ça vous a donné quelque chose d'un petit peu différent dans la pratique de l'apnée, puisqu'avec la dyslexie, vous abordez le temps et les chiffres de manière différente. Complètement. Ça a été une force parce que l'hypersensibilité permet de vraiment jauger où est-ce que se trouve ma limite à ces profondeurs-là. En bas, on n'a ni de repère de temps, ni de repère de profondeur. On a l'impression d'être dans l'espace. Donc cette hypersensibilité devient une force. Ensuite, par rapport à la dyslexie, les chiffres, par exemple les 100 mètres, qui sont la profondeur mythique qu'on a pu voir avec Jacques Mayol, j'ai passé les 100 mètres sans trop de difficultés. Je n'avais pas cette attache à ce chiffre. Alors vous êtes à cheval sur 2 disciplines. Vous avez remporté un titre mondial en Turquie au début du mois d'octobre à moins 123 mètres en monopalme, mais vous êtes recordman du monde en bipalme. Oui. Laquelle de 2 disciplines est la plus facile ? Je dirais que la monopalme est la plus facile parce que la voilure est très grosse, donc elle pousse beaucoup plus d'eau et on va beaucoup plus vite. On étale le mouvement sur les cuisses, les abdos et les dorsaux, donc c'est réparti sur plusieurs muscles, tandis que la bipalme, ma discipline favorite, c'est essentiellement que les cuisses. Alors vous travaillez aussi avec votre objet fétiche que vous avez sur vous, c'est votre montre. Oui, c'est ma montre de plongée, dont je suis très fier, et c'est celle qui m'accompagne sur toutes mes plongées
depuis maintenant plusieurs années. Et donc ça me permet de respecter le top officiel. Quand je dois passer, j'ai une heure à respecter et si je dépasse cette heure de 30 secondes, je suis disqualifié. Donc il faut absolument que j'ai du temps sur moi. Donc elle vous accompagne au fond? Donc elle m'accompagne au fond. Elle m'accompagne aussi dans mes visualisations. Je visualise mes plongées avant d'y aller. Donc une apnée qui va durer à peu près 3 minutes 30. Je fais partir mon chrono et puis je l'arrête au moment où j'ai arrêté de visualiser. Alors Donc vous parlez là, de la visualisation, ce qui est important, c'est aussi la préparation. Et vous avez votre famille, bon, votre équipe autour Oui. de vous, bien sûr, équipe médicale, vous êtes très à l'écoute des médecins, mais vous avez votre famille et vous avez un conseil de famille pour décider des profondeurs, des objectifs Exactement. de profondeur. J'ai pas de coach ou de préparateur mental, mais ma famille m'accompagne depuis le début avec ma compagne. Et puis, à chaque moment important de la compétition, quand je dois annoncer la profondeur la veille, on se réunit alors par Zoom ou par appel. Et puis, ensemble, on réfléchit si à ma voix et si sur les chiffres de mon calendrier, cette annonce est bien raisonnable. Alors justement, vous n'avez pas de coach, hein, vous venez de le dire. Vous êtes votre propre coach. C'est une indépendance qui vous met en confiance. Exactement, c'est une indépendance qui me permet d'arriver sur le câble officiel avant ma plongée et de me dire tu as tout mis autour de toi en place pendant la saison hivernale pour plonger à cette profondeur-là. Et des fois, à 95 mètres ou à 100 mètres, j'ai cette question où je me dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et j'arrive à y répondre tout seul. Ça ne serait pas du tout la même approche si on me disait parce que tu peux faire cette profondeur-là. Parfois, je passe pour un fou auprès des autres apnéistes. Ma démarche et ma maturité dénotent. Vous sentez un décalage avec le milieu Depuis le sportif début. dans lequel vous évoluez? Depuis le début, parce que je suis un profil très jeune dans mon sport où le pic de forme est entre 35 et 43 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Donc dès le début, ça a été un petit décalage qui a été agréable et puis qui est inspirant. Enfin, j'ai de très bons retours de la communauté de l'apnée sur mon profil, donc ça Ça vous pousse. dérange pas de passer pour un fou? Non, non, non. On est fou qu'à partir du moment où après on ait raison plus tard, donc ça porte ses fruits. Et vos résultats vous donnent raison. La musique occupe une place importante pour vous, c'est une sorte de rituel. Le matin d'une plongée, vous choisissez un morceau et vous écoutez 5 fois d'affilée ce morceau. Vous avez choisi le titre de Radiohead, Everything in its Right Place, pour les championnats du monde. Pourquoi ce titre? Parce que j'adore le titre, c'est un titre qui parle beaucoup et puis je sais pas, ça représente bien ce que je ressens à ces profondeurs-là et l'état d'esprit dans lequel je suis. Une sérénité? C'est une certaine sérénité, exactement. Et puis ça correspond à un moment où peut-être ce jour-là je me sentais bien et puis j'ai écouté cette musique et puis je me suis dit bah ça c'est là. On va parler encore musique, mais autrement cette fois. En mai 2022, le film Wave Story, réalisé par le photographe de surf Tim McKenna, vous met en scène sous une vague mythique à Tahiti, en musique. C'est fascinant et on en regarde un extrait. Ouais, c'était riche en émotions parce que ça reste aussi dangereux qu'aller à 120 mètres. C'est un projet que j'avais à cœur depuis plusieurs années. Et la vague de Tiopo, c'est l'une des vagues les plus mythiques au monde qui sera la vague des Jeux Olympiques en 2024. Donc c'est un sacré projet. Ouais. Vous vous amusez à faire ce genre de choses? De temps en temps, parce qu'aujourd'hui, mon vrai projet reste la compétition et les résultats. Mais une fois dans l'année ou autre, si je peux aller faire un projet plus artistique, j'essaie de le réaliser, oui. Enfant des mers et des océans, hein, c'est ce que vous êtes. Vous vous sentez pourtant marseillais avant tout. Marseille reste votre port d'attache. Voilà, ça reste Dans votre cœur. La ville dans laquelle je me sens le mieux. J'ai voyagé peut-être partout dans le monde pour plonger, pour participer aux compétitions ou même pour des projets artistiques. Cette année, j'ai passé 7 mois hors de la maison et la seule chose que j'avais envie, c'était retourner à Marseille auprès de ma famille parce que c'est l'endroit où je suis né. Il y a beaucoup de caractère propre à cette ville, que ce soit dans les calanques ou un peu plus dans le recul. Il y a l'histoire avec Marcel Pagnol, il y a voilà. Et Zidane, que vous Et Zidane, appréciez. exactement, qui est aussi un exemple.
Alors on va revenir sur la dernière compétition. Le Russe Alexei Molchanov n'était pas présent au Vertical Blue, où vous avez battu votre dernier record du monde, en raison de la guerre en Ukraine, bien sûr. Vrai. Et c'est votre concurrent, mais c'est aussi votre ami. Il n'y a pas de rivalité dans ce milieu? Alors il y a de la rivalité, mais en tout cas mon approche me permet d'être détaché de cette rivalité et construire des amitiés qui sont assez atypiques. Avec Alexei, on est un peu Jacques, moi je suis un peu Jacques, le français, le petit français, et lui c'est un peu Enzo. Il a une cage thoracique énorme, des cuisses énormes, tout le monde pensait qu'il était imbattable, et puis on a lié cette rivalité et cette amitié au fil des années. Ouais. Le Grand Bleu, justement, vous en parlez à l'instant, qui est le film auquel vous faites référence, qui retrace l'histoire de Jacques Mayol, qui est le premier homme à être descendu à moins de 100 mètres. Ça n'a pas été un déclic pour vous, vous l'avez vu, vous aviez 7-8 ans, ça n'a pas été quelque chose qui vous a... J'ai adoré ce film, mais c'était un peu tôt, peut-être 7-8 ans, pour comprendre ce que ça pouvait faire. Et puis, par contre, j'ai adoré l'histoire. Ça reflète beaucoup les personnalités qu'on peut voir dans notre sport. On voit l'amitié, la rivalité, il y a une histoire d'amour aussi, le rapport qu'on a à la mer. Donc c'est le premier film où j'ai fait verser ma petite larme à la mort d'Enzo. Donc vous parlez d'amitié, c'est intéressant. Vous parlez d'ailleurs, vous faites référence souvent à l'amitié entre Nadal et Federer, deux immenses sportifs, dont vous admirez aussi la longévité. Vous aimeriez durer dans cette discipline qu'est l'apnée? Complètement. C'est mon fil rouge aujourd'hui. C'est rester sur le long terme et construire des bases solides sur plusieurs années. Rafael Nadal et Federer l'ont prouvé au fil des années. Et puis, pourquoi pas plonger, je ne sais pas, peut-être dans 25 ans, je serai encore dans le milieu de la compétition. Donc, le tout, c'est prendre son temps et passer les étapes avec sérénité. Vous gravitez à plusieurs niveaux dans le monde du sport. Donc vous êtes entouré, vous êtes coaché pour votre VTT, votre préparation d'hiver par Maxime Bouet, qui est le cycliste du Tour de France. Et puis vous coachez aussi d'autres athlètes. Ça a été le cas notamment de Florent Manoudou, que vous avez rencontré au Cercle des Nageurs et que vous avez coaché pour les JO. Exactement. Qu'est-ce que vous lui avez appris en fait? Avec Florent, on a travaillé... Non. Oui, on a fait de l'apnée. On a fait du pierre, feuille, papier, ciseaux sous l'eau avec des 50 mètres. Il a été très fort. Il a fait plus de 110 mètres juste à la brasse, en piscine. Donc ça l'a aidé mentalement à faire son sprint sur 50 mètres sans devoir respirer, ne pas perdre ces millisecondes qui sont très importantes. Avec Florent, ça a été une super collaboration. C'est un athlète admirable. Et après, voilà, j'ai pu suivre aussi Charles Caudrier qui là part sur la route du Rhum et bientôt sur un tour du monde avec le bateau de Gitana. Donc vous êtes pétri d'expériences multiples. Oui. Vous vous nourrissez aussi de ce qui... Je me nourris aussi de ces athlètes qui ont plus d'expérience que moi et puis des sports qui sont beaucoup plus vieux que le mien. L'apnée a peut-être 26 ans en compétition. Donc voilà, quand on parle de la voile ou bien de la natation, je m'inspire de leurs protocoles qui sont plus... je m'inspire plus de l'entreprise qui est créée autour de ces sports que le sport en lui-même. Donc, vous êtes aujourd'hui d'ailleurs chef d'entreprise aussi de votre Il faut. J'aime beaucoup aussi dire que... Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir, Arnaud? De continuer sur cette même lancée. Des records, des records, des records. Voilà. Merci en tout cas d'être passé par notre plateau. On va se quitter avec une petite photo de fin, c'est la tradition. Et à très bientôt et bonne chance pour la suite. Merci. Merci Arnaud.